Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire du pôle éco-conception. Donc un webinaire dédié à la réduction des coûts, la création de valeur et la pensée du cycle de vie. Est-ce là une liste au Père Noël? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, quelques petites règles pour ce webinaire. On a prévu de commencer donc à 13h30, là on est à peu près dans les temps, de finir à 14h15. Ce que je propose, c'est que chacun coupe son micro. Vous pouvez poser vos questions pendant la présentation via le chat. Et puis à la fin de la présentation, qui sera, vous verrez, concise et précise et courte, on pourra prendre quelques questions à l'oral s'il y a des choses qui n'auront pas été présentées ou pas claires durant cette présentation. Donc je me présente, Samuel Mayer, donc je suis le directeur du pôle éco-conception et management du cycle de vie. Donc c'est une association d'industriels sur la performance du cycle de vie. Donc on travaille beaucoup notamment auprès de l'ADEME, donc de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, pour promouvoir, diffuser les meilleures pratiques en développement de produits ou services qui intègrent les aspects environnementaux et plus largement ceux de l'économie circulaire et du développement durable. Et on siège dans un certain nombre de commissions, comme on est animateur du groupe de travail à l'AFNOR sur l'éco-conception, on siège dans certains comités à l'écolabel européen, qui est un écolabel sur les produits et environnement. Notre objectif, c'est que l'éco-conception se produise dans les entreprises, et c'est tout l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc notre vision pour l'éco-conception, c'est de travailler sur le cycle de vie, c'est-à-dire l'ensemble de ces étapes, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, afin d'augmenter la performance des entreprises et des organisations, et surtout de créer de la valeur. Donc je serai l'animateur aujourd'hui de ce webinaire, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants. Alors par plus tard, je vais commencer par Angèle Guiton. Bonjour, vous êtes consultante chez Utiza. Bonjour, oui, j'ai rejoint Utiza à Lyon depuis quelques mois. J'ai une expérience en achat industriel et international et une appétence pour les achats responsables et l'éco-conception. Voilà, et vous verrez qu'il nous a beaucoup challengé pour l'éco-conception, justement pour qu'on fasse un travail commun, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis nous avons Sylvain Faure, directeur d'Utiza. Bonjour. Bonjour, je suis Sylvain Faure et je dirige Utiza qu'on a fondé il y a 5 ans, que je vais vous présenter très rapidement après. On peut peut-être commencer par ça, Sylvain. Utiza, en quelques mots. Alors en quelques mots, on est à Nantes, on est à Lyon, on est à Neuchâtel. On est on va dire un service achat de 18 ingénieurs achats, et notre positionnement, c'est de travailler à la fois sur le besoin, définir, optimiser le besoin, et sur le bien acheter. Le bien acheter, c'est travailler sur où je l'achète et comment je l'achète. Et nous, ce qu'on dit, c'est si on a un petit peu d'expertise technique et achat, qu'on fait ça bien, qu'on met tout ça en cohérence, on est non seulement efficace, mais on est efficient. D'accord. Alors concrètement, c'est quoi les actions, les activités chez Utiza? Alors chez Utiza, on va travailler soit sur le scope de l'entreprise, avec des missions de conseil stratégiques, organisationnelles, changer les organisations ou accompagner des organisations en mutation. On va travailler au niveau de projets très concrets d'optimisation de coûts. On peut faire la relocalisation, du design to cost, piloter des projets clés en main pour des clients où il y a une forte composante achat et technique. On fait également de la transition pour écrêter des pics de charge ou pour remplacer des acheteurs, des responsables achats par exemple. Et on a également une activité formation sous forme d'atelier. On en parlera un petit peu tout à l'heure avec justement autour de l'éco-carré design to cost. Où on va intervenir sur le scope du projet, très en amont, au niveau dès la phase de design avec Fox Design, où on va amener l'optimisation également au niveau de l'usage des produits et créer de la valeur dès la phase de design industriel. Au niveau de la conception, encore une fois avec la double compétence technique et achat, au niveau du développement, l'industrialisation, en pilotant les fournisseurs ou en choisissant les bons fournisseurs, et puis tout au long de la vie série, jusqu'au SAV éventuellement, et même la fin de vie, si c'est pertinent. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait chez Utiza. Ouais, de manière pratique, design to cost, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors design to cost, on est assez fan, c'est un mot qu'on utilise souvent, et je vous ai préparé un ou deux exemples. Là, on va prendre un exemple de redesign to cost. C'est par exemple le groupe Atlantique qui savent faire, que tout le monde connaît j'imagine, qui savent faire des chauffe-eau industriels. L'idée, c'était d'aller les aider à gagner 20% sur le coût du chauffe-eau en question. Pour faire ça, il faut aller les challenger, mais de façon ordonnée, sans pour autant
réduire tout ce qui est de la créativité et ramener le chauffe-eau par fonction. Nous, on va dire, un chauffe-eau, c'est une fonction, je chauffe de l'eau, je mets des performances en face des fonctions. On va optimiser les performances et fonctions, amener le coût, et on va raisonner ce qu'on appelle valeur. C'est-à-dire la valeur, c'est la fonction divisée par le coût, et on va optimiser la valeur en faisant ça. Donc là, on part d'un chauffe-eau, on va aller challenger les concepteurs en disant, je sais pas, une interface homme-machine, par exemple, ça peut très bien être une lampe, une diode qui s'allume ou qui s'éteint, comme un écran couleur avec un ordinateur derrière. Donc c'est aller voir c'est quoi le vrai besoin et surtout où est-ce que je mets l'argent. Est-ce que je le mets dans l'interface homme-machine, dans du design, dans la flexibilité, dans la performance de chauffe, etc. Donc voilà un petit peu le genre de projet qu'on fait. Et le fait d'avoir la double expérience technique et achat permet d'aller très très vite dans l'évaluation des solutions potentielles et toujours rester dans le concret, l'industriel, le faisable, et pas partir dans la théorie. Voilà un exemple, par exemple, de mission qu'on fait chez Utisa. Oui, alors on voit bien là qu'il y a une diminution des coûts, etc. Mais ça va pas forcément dans le sens des valeurs du développement durable, de la RSE, et encore moins de l'éco-conception. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se mettre en place ensemble? Alors très souvent, en fait, il y a convergence, parce que qui dit réduction des coûts, dit réduction, par exemple, du transport. Si je veux gagner 20%, comment je gagne 20% sur le transport, par exemple? Comment je gagne 20% sur le packaging? Comment je gagne 20% sur, je sais pas, sur mon carénage? Donc je vais peut-être être un peu moins gourmand en matière. Parlons d'un autre projet, par exemple, De Vialet. De Vialet, c'est une société un petit peu connue maintenant en France qui fait des enceintes haut de gamme. Ils font parler d'eux pas mal en ce moment dans la presse. Ils ont fait une grosse levée de fonds. Et ils veulent devenir les Apple de la hi-fi et des Apple français. Pour De Vialet, on a par exemple relocalisé des pièces de Chine vers France en faisant moins 40% en termes de coût. Je parle juste du coût, même pas du TCO, hein, du coût total, juste du coût d'achat. 40% c'était déjà assez. Pour De Vialet, à la fin, on va à la fois réduire les coûts de transport, réduire les stocks. Là, c'est des pièces avec de l'extrudé, du bois, du plaquage bois, c'est quelque chose d'assez précis, d'assez qualitatif. On a aussi changé de filière bois, on est sur une filière bois un petit peu plus responsable que ce qu'on était avant. Donc là, c'est l'exemple concret qu'on peut très bien allier performance économique et performance, on va dire, écologique, environnementale. Donc là, les deux cas qu'on a vus, on est quand même sur de la reconception, c'est des produits existants qui sont revus, améliorés au regard du design to cost. Est-ce que ces outils, ces méthodes, elles sont aussi adaptables pour des nouveaux produits? Comme je vous disais tout à l'heure, on est capable de démarrer très tôt en amont dès la phase de design. Si on prend par exemple un cas pour la société Bellem qui fait des portes d'entrée, là on va, dès la phase d'idée, le marketing va dire moi j'aimerais vendre aussi des marquises en plus des portes d'entrée parce que l'installateur il met 5-6 heures à faire une porte et donc il lui reste encore 1 heure. Donc si vous savez me faire une marquise qui coûte pas plus de, on va dire, 100 €. C'est pas le vrai prix, mais partons sur cet exemple-là. Que je peux monter en 1 heure, qui peut être sur la gamme contemporaine, la gamme traditionnelle, la gamme moderne, etc. Donc 5-6 modèles esthétiques qui auraient un éclairage autonome, des choses comme ça. Je pense pouvoir en vendre tant. Et c'est là où nous, avec nos méthodologies, dès la phase design, on est capable d'aller emmener Fox Design vers le design qui va bien, par rapport aux fonctions qu'on a dès le début chiffrées, en disant l'éclairage, je lui donnais 10 sur 100. La fonction montage en 1 heure, je lui donnais 20 sur les 100. La fonction, je sais pas, couleur ou gamme, etc. Donc chaque fonction va lui donner un coût objectif. Et nous, on est capable très très vite de dire, avec tel budget par fonction, voilà les solutions très très vite et on peut les choisir ou les tuer quand c'est pas pertinent très très en amont du projet. Donc ça marche sur du redesign to cost, ça marche aussi sur ce qu'on appelle du design to cost où dès le départ je pars de la feuille blanche, au lieu de faire plein de versions que je vais aux achats c'est trop cher, je reviens, je retourne, je reviens, très très vite on pilote clé en main. Et comme je disais tout à l'heure en entrée, on met en adéquation cohérence le besoin, on l'optimise. Après, où est-ce que j'achète le fournisseur et le comment je l'achète par rapport à, dans ce cas-là, les volumes, les processus d'achat, etc. Donc voilà un petit peu notre approche design to cost chez Utisa. Oui, alors je retrouve bien les éléments avec lesquels Angèle est venue me voir il y a 6 mois au pôle éco-conception en nous dire, voilà, on a des approches fonctionnelles,
sur la réduction des coûts. On va sans doute dans le cadre de la réduction des coûts environnementaux. C'est vrai que de nous, de l'autre côté, au niveau de l'éco-conception en tant que tel, on a quand même cette vision sur le cycle de vie, c'est-à-dire que effectivement, quand on parle de coûts environnementaux, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par la fabrication, transport, l'utilisation, et puis en amont de tout ça, ça nous gère cette espèce de cycle avec lequel on doit travailler et pour lequel on ne doit pas faire de transfert de pollution d'une étape du cycle de vie à une autre ou d'un indicateur environnemental à un autre. Et nous, on orchestre ça autour de l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on travaille sur le service rendu à un client, à un utilisateur. Du type, pour une peinture, c'est couvrir 1 mètre carré d'un mur pour une opacité de temps pour une certaine durée de vie. Donc on s'est retrouvé assez rapidement très intéressé par les démarches proposées de design to cost et fonctionnelles, et en sachant que nous, on travaille sur 3 points, sur 3 leviers. Le premier, c'est la pensée cycle de vie comme un vecteur d'innovation, c'est-à-dire ce sur quoi on peut travailler pour s'ouvrir le champ et s'ouvrir à d'autres espaces pour identifier des opportunités ou même des risques qu'il faut traiter. Par exemple, je prends la fin de vie, ça peut être aussi un risque à traiter aujourd'hui parce qu'on est responsable de ces produits en tant que metteur sur le marché sur la fin de vie. Il y a l'évaluation, c'est-à-dire que quand j'entends qu'on a évalué des coûts économiques, nous aussi on évalue des coûts environnementaux. On essaye de le faire avec des outils relativement solides aujourd'hui, que sont les analyses du cycle de vie qui sont normalisées, qui permettent de donner des impacts. Et puis de manière opérationnelle, c'est comment je mets en place ça, comment je l'orchestre au sein des entreprises par le management du cycle de vie. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure de travailler sur l'ensemble des fonctions. Et les discussions qu'on a eues ensemble, c'est bien de dire finalement... la réduction des coûts, ça ne peut pas être que aux achats qu'il faut le faire, il faut bien l'intégrer au bureau d'études, au marketing, etc. Tout comme l'environnement, il faut le prendre le plus tôt possible dans le développement de produits et de services. Et puis en environnement, on n'est pas seulement là pour protéger les petits oiseaux, on est aussi là dans une approche économique. Je vous rappelle, on est là pour faire créer de la performance et créer de la valeur par la pensée cycle de vie. Et très tôt, on a mené des études sur les retours économiques de l'éco-conception. Donc là, je vous présente celle de 2014 qui a été proposée, qu'on a conduit avec le pôle éco-conception en partenariat notamment avec l'ADEME et puis différents partenaires au niveau européen et canadien, qui montre que dans 51 plus 39, que dans 90% des cas, en fait, on va augmenter la performance des entreprises de manière générale. Mais il y a un autre point qui est important, c'est qu'il y a 39% des cas où on se rendait compte que les projets d'éco-conception amenaient à une amélioration en fait de la marge brute des produits. Et en réfléchissant, en travaillant, on s'est retrouvé en fait dans 2 cas, et c'est là où on s'est retrouvé dans la discussion avec Utisa, dans les cas d'éco-reconception et d'éco-innovation. D'éco-reconception, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire de la même chose, à rendre le même service rendu, la même unité fonctionnelle auprès du client en réduisant les coûts par de substitution de matériaux, diminution de quantité de matière, travail sur les transports, amélioration de la gestion fin de vie, etc. Et puis l'éco-innovation qui est finalement, on va avoir une fonction d'usage supérieure tout en diminuant l'impact sur l'environnement. Et quand on regarde la gradation de l'efficacité environnementale ou de l'éco-efficacité, si vous voulez, et qu'on dissocie, l'éco-reconception, ça va être l'amélioration du produit, changement d'une peinture par exemple, la reconception du produit, mais sans remettre en cause fonctionnellement comment il y répond, l'innovation fonctionnelle, et puis l'innovation sur les systèmes, c'est-à-dire comment j'adresse différemment, je passe à de nouveaux modèles économiques pour proposer mon offre de performance auprès de mes clients utilisateurs. Donc on était vraiment sur ces 2 thèmes-là et on s'est rendu compte qu'il y avait des synergies possibles. Alors, on sait qu'il y a déjà eu des choses qui se sont faites entre environnement et économique, on a commencé à faire des mesures, mais de manière on va dire pratique, comment on met ça en œuvre. Et donc il y a eu tout le développement d'une méthodologie, donc une adaptation de design to cost pour arriver à quelque chose qui s'appelle Eco-Carré Design to Cost. Et là, je vais donner la parole quand même à l'experte, à Angèle, puisque c'est elle qui a œuvré quand même au développement de la méthodologie, donc avec le soutien du pôle pour amener la partie perspective cycle de vie et évaluation environnementale. Donc, c'est quoi cette méthode alors finalement, Angèle? Si vous deviez l'expliquer rapidement dans le cadre de notre webinaire d'aujourd'hui. Bien sûr. Merci Samuel. Donc le design to cost, comme vous l'avez expliqué Sylvain, donc on est sur l'optimisation des coûts.
L'éco-conception, pour rappel, on est sur les coûts environnementaux, mais pas seulement, surtout la pensée cycle de vie avec la fonction d'usage. Et bien l'éco-carré design to cost, on va être sur la création de valeur durable en couplant ces deux méthodologies. Allons plus loin. Donc, pour reprendre les valeurs phares, ce qui est important, donc la valeur, c'est la fonction sur les coûts. Ici, on parle de coûts éco-carrés, parce qu'on a réussi à les pondérer. L'objectif, bien sûr, c'est d'augmenter la valeur, de l'améliorer. Comment on va travailler? On va travailler sur la fonction en travaillant sur les niveaux de performance, la satisfaction aux besoins, et on va travailler sur les coûts éco-carrés, donc les ressources engagées pour les satisfaire, aussi bien d'un côté environnemental que d'un côté économique. Optimiser la valeur, c'est donc améliorer les fonctions de performance et réduire les coûts environnementaux. Mais bien sûr, on a été plus loin sur la méthodologie, parce que ce qui est important, c'est de pouvoir faire des choix. Donc on va faire des choix entre la performance économique et la performance environnementale. Dans le cas en haut à droite, pas de souci, les deux convergent. Donc on y va, on réussit donc toutes les actions de conception, de modification. Dans les cas des points d'interrogation, en effet, il faut se poser des questions par rapport aux objectifs de départ. Donc on s'est donné en termes d'euros et en termes de millipoints. Mais justement, Samuel, est-ce que tu peux nous expliquer les millipoints? Oui, alors en fait, c'est vrai que quand on parle d'évaluation environnementale, on rentre dans une certaine complexité, puisqu'on rentre dans un peu le domaine d'experts. Il faut être clair qu'on a un peu tendance à vouloir à toujours aller vers l'évaluation la plus précise des aspects environnementaux sur le cycle de vie complet. Là, on comprend bien qu'on est très très en amont du projet et qu'on n'a pas forcément tous les éléments. Il faut arriver à avoir une donnée chiffrée relativement robuste en termes environnementaux et pas trop complexe à gérer par rapport aux chefs de projet et chefs d'entreprise sur le produit en question. Donc nous, on milite plutôt dans ce cadre-là, très amont dans les projets, d'aller sur des indicateurs à score unique, ce qu'on appelle endpoint single score, qui sont agrégés et pondérés pour arriver à une note en millipoints comme un indicateur de suivi, au même titre que d'un point de vue économique, on prend l'euro ou le dollar, selon où vous faites vos achats, etc. Mais on a un indicateur qui est suffisamment robuste et qui nous permet de faire les différentes évaluations. Alors c'est vrai qu'après, quand on a fini de développer le produit ou qu'on va plus loin, on peut aller chercher des outils ou des méthodes qui sont plus sensibles, mais c'est pas l'objet, je pense, quand on est en pré-projet, comme on l'a vu tout à l'heure, où il va falloir prendre des décisions très en amont. Je regarde Sylvain, est-ce qu'il vaut mieux de l'alu, une pièce alu, une pièce plastique recyclée? D'un point de vue économique et environnemental, à un moment donné, il faut quand même donner les orientations de projet très très tôt. Exactement, ça dépend, et le slide porte bien son nom, matrice de choix. Le but en avant-projet ou lors du développement de projet, de pouvoir faire des choix qui ne sont pas des choix de solutions historiques, mais se dire j'ai 3-4 solutions en face de moi. Tu prenais l'exemple de aluminium, plastique par exemple, peut-être plastique recyclé ou de l'aluminium première fusion, deuxième fusion. Le but c'est de réussir à choisir entre ces différentes solutions pour remplir la même fonction, qui peut être un habillage d'un système par exemple, et selon le critère économique, la chaîne de valeur, le modèle économique aussi entre le plastique, l'aluminium par exemple, qui va dépendre des volumes, et puis aujourd'hui être capable avec cet outil-là en millipoints d'aller choisir en fonction du critère de la performance environnementale. Sachant, comme le disait Angèle, ça peut converger ou parfois ça peut aller dans le sens contraire, mais savoir chaque fois qu'on fait une décision, qu'on prend une décision, pourquoi on la prend et dans quel but. Non mais Angèle, moi ce que je comprends, c'est qu'au-delà de la cartographie, à un moment donné, de choix, on est bien sur un outil de pilotage. C'est bien ça, c'est qu'on va au-delà simplement de la photo environnementale et économique. Et c'est un pilotage dynamique qu'on fait en animation, par exemple, de réunion, ce qui permet directement de prendre des choix par fonction, par composant. C'est vraiment une des matrices qu'on peut proposer comme pilotage. Donc là, ce qu'on voit sur sa matrice, c'est que pour une fonction donnée, donc là on a ISO fonction, je vous rappelle, on avait cette espèce de quotient tout à l'heure, la fonction par rapport à l'éco-carré, le coût environnemental et le coût économique, et ça nous permet de prendre des stratégies, des orientations, voire de revoir la fonction, et c'est un exemple d'une approche quand même d'aller-retour et de choix, et donc de pilotage. Le fait de piloter notamment par cette méthodologie-là, permet de sortir aussi des champs habituels.
des solutions habituelles des entreprises et d'avoir pas que un regard extérieur, mais également d'aller pousser la créativité et l'innovation au-delà des habitudes. Donc là, on voit bien et je pense que c'est la force un petit peu de la méthode, c'est qu'on va allier à la fois la partie économique et environnementale avec le cycle de vie. Donc on parle d'économique sur le cycle de vie. C'est vrai que des fois on a tendance à parler que de coûts d'achat, de coûts de mise sur le marché, etc. Mais il y a bien le coût d'usage, les coûts de transport, logistique et le coût de fin de vie qui sont intégrés au même titre. Je parle d'économique et environnemental. Quand je parle de coûts, entendez là derrière coût éco-carré à chaque fois. Donc aujourd'hui, l'outil et la méthode existent. Je sais que, on a prévu de faire une expérimentation de 2 formations sous format atelier. Est-ce que vous peut-être, parce que c'est Angèle qui est toujours chef de projet là-dessus, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça va se passer, comment, qu'est-ce qu'on va y apprendre, sous quel format, quelle dynamique tu veux mettre en place? Bien sûr. Donc le but, c'est justement d'associer donc la RSE, la responsabilité sociétale environnementale, l'éco-conception et la performance achat. Donc Utisa, en partenariat avec le pôle éco-conception, donc on a travaillé ensemble pour donc présenter donc la formation. Donc à qui ça s'adresse? Aux responsables achats, aux acheteurs, aux chefs de projet, aux BE. Quels sont les objectifs? Donc il y a 2 grands objectifs. Il y a un objectif du côté de la RSE et des achats responsables. C'est comment, donc c'est déjà connaître les définitions et les enjeux donc, de ces 2 grandes démarches. C'est savoir développer, mettre en place une politique achat responsable en entreprise. Et chez Utisa, ce qu'on aime bien, c'est vraiment donc, réaliser vraiment des ateliers, des cas pratiques. Donc la journée donc, de 7 heures sera divisée en 2 parties. La première partie sur la stratégie d'entreprise, donc vraiment créer et développer une politique achat responsable de A à Z en entreprise. Et l'après-midi, on va comprendre en fait la valeur ajoutée de la méthodologie, donc éco-carré design to cost, et on va éco-concevoir ensemble un produit idem de A à Z, donc de la phase de design, du benchmark, jusqu'à la mise sur le marché avec la communication environnementale. C'est vraiment en fait une initiation mais concrète, on n'est pas dans le greenwashing, on est vraiment dans l'esprit concret pour créer de la valeur en entreprise. Donc dans cette formation, il faut être clair, elle sera co-animée pour l'éco-conception et Utisa. Nous, on apporte plutôt la validation des aspects environnementaux cycle de vie. Donc on est garant un petit peu de l'outil de la méthode dans ce cadre-là. Le rapprochement qui s'est fait avec Utisa, c'est que pour le coup, eux, ils sont vraiment garants de la partie économique, parce que vous l'avez vu dans les exemples qui ont été présentés par Sylvain, dans le déploiement qui peut être fait auprès de tout type de clients, de la petite entreprise, moyenne, grande, voilà. Il y a une vraie question de travailler pour plus de valeur, pour des réductions de coûts, mais au service quand même toujours du client et l'utilisateur à la fin, par rapport à un consensus donné avec l'ensemble des équipes. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Et puis alors, je parle vraiment pour le pôle éco-conception. Nous, on milite pour promouvoir l'éco-conception. Je pense qu'on a enfin trouvé un levier pour montrer que on est vraiment dans une approche très très économique et très orientée performance pour les entreprises. Donc la suite de tout ça, c'est-à-dire que nous, la formation en tant que telle, c'est pas une finalité. Alors vous l'avez bien compris, on va faire une formation inter-entreprise. Je pense que cette formation, elle pourra être aussi proposée en intra-entreprise pour ceux qui le souhaitent. S'il y a des partenaires qui voudraient aussi reprendre cette formation pour la déployer sur leur territoire, auprès de leurs adhérents, etc., faut pas hésiter à revenir vers nous. Mais l'objectif, c'est quand même de rentrer dans une démarche vertueuse en 3 points. Peut-être, Angèle, que tu peux préciser? Oui, donc tout d'abord, éco-concevoir les produits et services. Donc là, on est vraiment sur la réalisation de la méthodologie, donc animer en fait les réunions avec vos équipes projet. On a aussi la possibilité, bien sûr, de discuter sur la relocalisation. Donc on a plusieurs exemples en tête et on ajoutera à ça, bien sûr, les données environnementales. Et enfin, donc, vraiment créer une communauté pour développer en fait les synergies et aller plus loin, parler d'économie circulaire ou d'innovation collaborative. Alors, il faut être quand même clair que
ce qui a été présenté aujourd'hui, EcoCarry Design to Cost, on est bien sur une amélioration de la performance économique, création de valeur, dans le cadre d'un développement d'une nouvelle offre ou d'une reconception d'une offre existante de produits ou services. Mais il existe, pour ceux qui voudraient améliorer d'un point de vue économique la performance environnementale de leur organisation, sachez qu'il y a d'autres actions qui existent. Alors je pense notamment à un autre programme qui s'appelle PME gagnante à tous les coups, qui est porté par l'ADEME. Je vous ai mis le petit lien. Alors on va plutôt jouer là sur les flux de l'entreprise, déchets, consommation, etc. Donc pour ceux qui ne seraient pas dans le champ qu'on a présenté aujourd'hui, on va dire du développement, de la conception de produits, sachez qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous aider et vous accompagner dessus. Alors, on a gardé un petit moment pour les questions. C'est vrai qu'on a fait court et bref parce que ça nous semblait important aussi d'avoir vos retours. Alors, je sais que j'avais eu des questions très pratiques qui m'étaient remontées pour savoir est-ce que ça prend plus de temps, est-ce que c'est, enfin, d'intégrer l'environnement en plus de l'économique ou inversement, est-ce que ça prend plus de temps? Peut-être une réponse, je la pose à tous les deux. Non, justement, le fait de créer cette méthodologie et de créer en fait un coût pondéré éco-carré, c'est justement faire des choix en prenant en compte directement ces deux coûts. Le fait d'avoir la double compétence aussi en interne, donc Samuel pour la partie éco-conception, moi-même et Utisa pour la partie design to cost, on arrive très rapidement à avoir les informations de coûts économiques et coûts environnemental. Donc non, je vous assure que ça ne prend pas plus de temps. Ok. Bon. Et après, on sait s'adapter en fonction des phases où on est. Car si on est en phase de faisabilité, avant-projet, qu'il y a plusieurs versions, qu'on ne sait pas trop où on va sortir, utiliser une méthode un peu light, hein, parce que ça suffit. Si à côté de ça, vous travaillez sur un système complexe, type un chauffe-eau thermodynamique, comme on voyait avant, forcément la méthode est beaucoup plus rigoureuse, plus lourde, parce que les informations à traiter sont plus grandes. Par contre, naturellement, l'enjeu est également plus grand. Donc en fait, on s'adapte aujourd'hui dans les méthodes design to cost et aussi dans cette méthode-là qu'on appelle EcoCarry Design to Cost, on va s'adapter en fonction de l'enjeu, en fonction du besoin. Donc on peut en faire en quelques heures, quelques jours sur des petits projets en phase de gestation, de faisabilité, comme ça peut être des très gros projets qui vont durer plusieurs semaines sur des projets complexes comme des véhicules ou des parties de véhicules, etc. Ok, ça me semble très clair. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, je vais vous donner un point. On n'a pas donné les dates des formations et les lieux. Alors, il me semble qu'il y en a une le 29 mars. Donc 29 mars à Nantes, 28 juin à Lyon. Et bien sûr, on peut en faire assez facilement sur Paris, Saint-Étienne et dans votre entreprise. Donc les dates sont flexibles selon vos disponibilités. Donc après toute la partie plutôt on va dire organisation générale, méthodologique, je vous invite à aller voir notre experte RSE, achat et valeur qui est Angèle, qui a mené le projet de main de maître et puis qui nous a, je pense que ça a été vraiment un challenge, elle est venue nous challenger pour l'éco-conception. C'est vrai que nous les achats, on voyait ça un peu de loin, voire plutôt c'était des perturbateurs pour nous à nos projets d'éco-conception. Et je pense qu'on a vraiment trouvé une optique gagnant-gagnante et sur les mêmes valeurs. Ouais, des mêmes valeurs, et puis sur une manière d'adresser les entreprises, les projets identiques, bien sur des fonctions d'usage et multi-acteurs dans l'entreprise. Et j'ajouterais rester dans le concret. Ouais, rester dans le concret, d'être pratico-pratique, très pertinent, adapté aux besoins du client, et pas partir dans du théorique ou des évidences.